L'Assemblée des communautés de France, la DCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur certaines questions qui se posent à elles dans un contexte qui est marqué par différentes évolutions, et ceci tant en milieu urbain que rural. Ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. Chaque vidéo doit traiter un thème en particulier, et nous vous proposons ici d'aborder celui de la carte syndicale pour de l'évolution des syndicats en matière d'eau et d'assainissement. Cette question se pose notamment parce que on est sur une évolution de la carte intercommunale qui se traduit par des fusions, entre autres. Ces fusions vont être l'occasion de rebattre les cartes en matière de répartition des compétences, et donc peut-être auront une incidence sur la carte syndicale en matière d'eau et d'assainissement. En matière d'eau et d'assainissement, autre chose à prendre en compte, c'est le transfert obligatoire des deux compétences, eau et assainissement, à l'ensemble des communautés, qu'elles soient communautés de communes, d'agglos, au 1er janvier 2020, étant entendu que ce transfert de la compétence au 1er janvier 2020 sera souvent anticipé, ne serait-ce qu'en raison des fusions de communautés qui auront lieu le 1er janvier 2017, avec un travail d'harmonisation des compétences déjà exercé par les communautés fusionnées qui amènera à exercer la compétence plus tôt, en raison du lien de cette compétence avec d'autres compétences communautaires, qu'il s'agisse de l'aménagement, qu'il s'agisse de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, ou également dans la perspective de bénéficier de la DGF bonifiée dans les communautés de communes, si tant est que cette DGF bonifiée soit maintenue en 2017. Il faudra pour cela attendre de voir les débats autour de la réforme de la DGF. Ceci dit, la compétence eau et assainissement n'est pas une compétence que l'on harmonise comme les autres. Il y a tout d'abord des effets de seuil. À moins de 500 habitants, le budget eau ou assainissement peut être mêlé au budget M14 communal. En dessous de 3000 habitants, ou dans les structures intercommunales n'ayant que des communes de moins de 3000 habitants, l'eau et l'assainissement peuvent être fusionnés, ont un seul budget annexe, M49, mais également être financés par le budget général. Donc le dégroupage de ces budgets, leur obligation d'être à l'équilibre eau et assainissement séparés, alors que souvent l'eau finance l'assainissement collectif, sont des étapes, sont des choses qui se préparent de longue main. Et très souvent, on est obligé, par exemple, de prévoir des très longs lissages tarifaires, un petit autofinancement tant qu'on peut en faire depuis le budget général ou le budget de l'eau, avant le transfert à une structure à fiscalité propre ayant au moins une commune de 3000 habitants et plus, afin de lisser ce genre de phénomène. Je crois que aucun élu, aucun cadre territorial n'a envie d'avoir une explosion de la facture d'eau ou d'assainissement, surtout pas en 2019 à la veille des élections. Il y a plein d'autres paramètres aussi, des contrats d'une grande complexité, d'une grande variété, du personnel qui peut être de droit public ou privé selon les cas, pour résumer une question qui a sa part de complexité. Et puis, en même temps, face à ces difficultés, il y a plus de solutions qu'on ne le croit usuellement, en termes contractuels ou de montage de modes de gestion, y compris les SPL dans certains cas, mais surtout en matière de zonage tarifaire. Il y a plus de possibilités qu'on ne le croit usuellement, permettant de trouver des solutions sur mesure, voire en termes de maintien des syndicats. Donc, il y a en plus des différences de solutions selon les territoires. Selon les pratiques, régie, contrat de gérance, DSP, l'intégration de l'eau et de l'assainissement ensemble, par exemple pour les astreintes, pour les interventions d'urgence, ne se pose pas du tout de la même manière selon les territoires, selon les pratiques contractuelles ou de régie de chaque territoire. Donc, on est dans un domaine où les grandes généralités se trouvent très vite en but face à la diversité des défis à relever dans ce domaine. Le transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes, ou la prise de compétence, va poser des questions en matière d'évolution de la carte syndicale, s'agissant des syndicats qui exercent ces deux compétences aujourd'hui. Il s'agit de voir dans quelle mesure va s'appliquer le principe de représentation-substitution qui permet d'une part à ce que le syndicat perdure et qui a pour effet, d'autre part, que la communauté remplace ses communes membres au sein de ce syndicat d'eau et ou d'assainissement.
Dans les communautés de communes, la règle est la suivante. Il s'agit de voir quel est le périmètre recouvert par ce syndicat en nombre de communautés. Si le syndicat regroupe des communes qui appartiennent à au moins 3 communautés différentes, donc 3 communautés ou plus, dans ce cas-là, le principe s'applique automatiquement, qui est celui de la représentation substitution. La communauté remplace ses communes au sein du syndicat, qui perdure donc avec une nouvelle répartition de ses membres. La communauté les remplace au sein du comité syndical et donc au sein du syndicat. Il y a bien sûr une possibilité de retrait après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale sur ces 2 compétences d'eau et d'assainissement. Au contraire, lorsque le syndicat regroupe des communes qui appartiennent à moins de 3 communautés différentes, dans ce cas, le principe est que les communes qui sont membres de ces communautés se retirent du syndicat, avec pour effet, si le syndicat n'exerce que les compétences d'eau et d'assainissement sur ces communautés, que le syndicat disparaît. La situation est hélas un peu plus complexe en communauté d'agglomération. De prime abord, on peut croire que l'on a la même règle. En effet, l'article 52.16.7 du Code général des collectivités territoriales nous dit que on a bien l'application de la même règle. Si le syndicat est à cheval sur 3 communautés ou plus, on a effectivement la même règle. Représentation-substitution, on siège dans le syndicat, avec des délégués qui sont, dans ces cas-là, des élus communautaires ou des élus des conseils municipaux des communes membres. Or, en matière d'eau et d'assainissement, il y a beaucoup de syndicats où on allait chercher notamment d'anciens élus. Et avec option de retrait pour la communauté pendant le délai d'1 an, d'une année civile, sur ce point comme il l'a été évoqué, après avis de la CDCI. Très bien, mais c'est bien un droit de retrait. Maintenant, si nous sommes en dessous de ce seuil, si le syndicat n'est pas plus petit que la communauté, n'a pas le même périmètre que la communauté, mais est en dessous du seuil de 3 communautés, est à cheval sur 2 communautés par exemple. Eh bien, à ce moment-là, le texte est muet. Certains en déduisent, en raison de la volonté qui serait celle du législateur, qu'en pareil cas, évidemment, il y a retrait. D'autres disent qu'il n'y a en la matière aucune évidence, que s'applique le 52.16.7 et notamment que dans ce cas-là, si le syndicat est à cheval sur 2 communautés et non pas 3, on a retrait en cas de création de communauté, de fusion de communauté, de transformation de communauté, mais pas en cas d'extension de compétences à périmètre constant. Dans quel cas il y aura représentation-substitution. Est-ce le cas? Qu'en est-il juridiquement? Il est possible que le juge ait bientôt à trancher ce genre de problématique assez complexe. Ceci dit, on a donc un impact à regarder en matière de syndicat au cas par cas. Passons maintenant au point suivant, qui est donc, au-delà de cette question de syndicat, la problématique ensuite de ce qui doit être fait. On a donc, on l'a vu, une problématique spécifique à travailler en matière de personnel, de biens et de contrats. Mais il faut voir ce qu'on va en faire ensuite de cette compétence. Et là, on a des différences départementales considérables. Il y a des départements qui ont encore des compétences en la matière. Et c'est légal si elles exerçaient ces compétences avant décembre 2006, auquel cas elles peuvent continuer, ces structures départementales, à agir en ce domaine. Autre élément, certains syndicats se créent à une grande taille, mais avec des structures locales de gestion. D'autres syndicats d'eau proposent aux communautés de reprendre la compétence, mais qu'un grand syndicat se fasse uniquement en termes de production et de transport de l'eau. D'autres montages compliqués peuvent exister. Par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg a adhéré au SDEA d'Alsace-Moselle pour les compétences production et transport, mais sur la distribution, l'Eurométropole de Strasbourg gère la compétence, mais qu'elle a confiée par contrat à ce syndicat. Le syndicat en est donc le gestionnaire de A à Z, mais comme c'est par contrat sur la fin de la partie distribution, c'est bien le tarif et le règlement de service de l'Eurométropole de Strasbourg qui s'applique.
Donc une grande diversité de montages, territoriaux, gestionnaires. Si l'on combine ceci avec la possibilité d'adhérer pour une partie de son périmètre, L52 61 deuxième alinéa du code, et si l'on combine ceci avec une assez grande diversité de pratiques et de liens avec les autres compétences, on arrive à des panoramas variés. L'Aube, par exemple, le syndicat de l'Aube a désormais une compétence GEMAPI à côté de ses compétences eau et assainissement et domestication, parce que dans ce territoire, comme en Alsace-Moselle ou ailleurs, ce sont des compétences considérées comme désormais unies. Dans d'autres territoires, au contraire, se constituent des syndicats uniquement en matière d'eau potable, ce qui induit des relations compliquées avec l'assainissement, ce qui induit des relations compliquées avec la compétence, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Ce d'autant que les frontières techniques peuvent être complexes entre la compétence GEMAPI et la protection des captages, entre la compétence assainissement et les compétences voirie et GEMAPI, s'agissant notamment des eaux pluviales, même en réseau séparatif, pour lesquels l'État a des positions assez tranchées qu'il est possible de discuter. Donc on est dans un domaine où il y a une recomposition de l'eau, de l'assainissement, qui n'est pas que juridique, mais largement gestionnaire et organisationnel à des échelles extrêmement variées et qui aboutit à des montages passionnants, mais d'une grande diversité, chacun faisant du sur-mesure, ce qui peut sembler peut-être complexe, mais ce qui est également une garantie de construction par les territoires de solutions propres à la diversité de nos territoires. Raison de plus pour connaître tous les outils en la matière et donc l'ensemble des tutoriels qui sont envisagés en la matière. À savoir un rappel sur un tutoriel en matière d'évolution du périmètre sur les syndicats hors eau et assainissement pour avoir à l'esprit le paysage complet, un tutoriel sur le devenir des compétences lors d'une fusion de communauté et un autre tutoriel qui traite de différentes hypothèses d'exercice des compétences par les communautés après une fusion, notamment un exercice plus ou moins territorialisé et un exercice plus ou moins fin selon le territoire.